un regard vers le jardinier, et la millionnaire était restée glacée. Il portait le pendentif qu'elle avait offert à son fils, avant qu'il ne disparaisse il y a 18 ans. La pluie tambourinait contre les immenses baies vitrées de la tour de la cour, dressée comme une sentinelle au cœur du quartier financier de Paris. Au sommet, Geneviève de la Cour contemplait la ville qui s'étendait à ses pieds, ses lumières scintillant comme des étoiles tombées du ciel. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'une femme de 48 ans au port d'Altier, dont les traits aristocratiques conservaient une beauté sévère que même les années de chagrin n'avaient pu entamer. « Madame, les membres du conseil sont arrivés », annonça sa secrétaire depuis l'entrée du bureau. Geneviève se détourna de la fenêtre d'un mouvement fluide, son tailleur gris perle épousant parfaitement sa silhouette élancée. « Merci Sylvie, faites-les patienter encore 5 minutes. » Seule à nouveau, elle effleura du bout des doigts le cadre photo posé sur son bureau en acajou massif. Le cliché montrait un homme au sourire chaleureux, tenant dans ses bras un nouveau-né emmailloté dans une couverture bleu pâle, Michel et Jules, son mari et son fils, 2 fantômes qui hantaient sa vie depuis 18 ans. « Tu me manques toujours autant, Michel, » murmura-t-elle. « Et toi, mon petit Jules, où es-tu aujourd'hui ?» La question restait suspendue dans l'air comme tant d'autres fois. 18 années de recherches infructueuses, d'espoirs déçus et de fausses pistes, 18 années durant lesquelles elle avait bâti un empire immobilier, transformant l'entreprise familiale de Michel en un géant financier, redouté par la concurrence. Le pouvoir et l'argent n'avaient été que des substituts pour combler le vide laissé par son fils disparu. Geneviève se dirigea vers sa salle de bain privée pour rafraîchir son maquillage. Devant le miroir, elle s'appliqua à recomposer le masque de la femme d'affaires implacable, celle que les médias économiques surnommaient la dame de fer de l'immobilier français. Personne ne devait voir la fêlure qui courait en elle. Le conseil d'administration se déroula comme d'habitude. Geneviève dirigeait les débats d'une main ferme, validant les nouveaux projets d'expansion et écartant ceux qu'elle jugeait trop risqués. À sa droite, Bernard de la Cour, son beau-frère, acquiesçait à chacune de ses décisions, tout en glissant de temps à autre une suggestion. « Je pense que nous devrions reconsidérer le projet de Marseille », proposa-t-il avec un sourire obséquieux. « Les marges pourraient être bien plus intéressantes si nous assouplissions certaines contraintes environnementales. » Geneviève lui lança un regard glacial. « Les de la Cour ne construisent pas des bâtiments qui s'effondrent au premier coup de vent. Bernard, c'était la philosophie de Michel, et c'est toujours la mienne. » Un éclair de contrariété traversa le regard de Bernard avant qu'il ne reprenne son masque de déférence. « Bien sûr, Geneviève, je ne faisais que suggérer. » La réunion s'acheva peu après, alors que les membres du conseil quittèrent la salle. Bernard s'attarda. « Tu devrais te reposer un peu, Geneviève, » dit-il en posant une main sur son épaule. « Tu as l'air épuisée. » Elle se dégagea imperceptiblement. « Je me reposerai quand je serai morte, Bernard, comme ton frère. » Un silence pesant s'installa entre eux. La mort de Michel de la Cour restait un sujet tabou. Officiellement, il avait succombé à une crise cardiaque, mais les circonstances avaient toujours paru suspectes à Geneviève, surtout après la découverte du testament modifié qui léguait 70% de la fortune à leur fils nouveau-né, Jules, et seulement 30% à elle-même, excluant totalement Bernard. L'accident s'était produit 1 semaine après la validation de ce testament. Tandis que Bernard sortait enfin du bureau, Geneviève s'autorisa un moment de faiblesse et ferma les yeux. La migraine qui la tenaillait depuis le matin s'intensifiait, les souvenirs de cette nuit fatidique, 3 mois après la mort de Michel, ressurgirent avec une précision douloureuse, la tempête qui faisait rage, les hurlements de l'alarme, elle, se précipitant dans la chambre de Jules, trouvant le berceau vide, la gouvernante, Nadine, gisant inconsciente sur le sol, et ce pendentif en émeraude en forme de clé, arraché à son fils, retrouvé sur le parquet près de la fenêtre fracassée, son téléphone sonna, la ramenant brutalement au présent. « Madame de la Cour, c'est Antoine, le responsable du domaine. Je voulais vous informer que Jean-Pierre a donné sa démission ce matin. Problèmes familiaux, apparemment. » Geneviève fronça les sourcils. Jean-Pierre était le jardinier de sa propriété depuis plus de 15 ans. « Très bien. Trouvez un remplaçant rapidement. Les rosiers ont besoin d'être taillés avant l'hiver. » « Justement, madame. Un jeune homme s'est présenté aujourd'hui. Il cherche du travail, il a d'excellentes références et...
Faites comme vous le sentez. Antoine, je vous fais confiance pour le recrutement du personnel. Elle raccrocha, indifférente à ce détail domestique. Sa vraie vie n'était pas dans les bureaux luxueux de la tour de la cour, ni dans sa somptueuse propriété de Saint-Germain-en-Laye. Sa vraie vie s'était arrêtée le jour où on lui avait arraché son fils. Le soir même, alors qu'elle rentrait au domaine, Geneviève fut accueillie par Antoine qui lui présenta le nouveau jardinier. Grand, les cheveux châtains et les yeux d'un bleu intense. Le jeune homme se tenait droit, sans servilité excessive. Madame de la Cour, voici Romain Mercier. Il a travaillé dans plusieurs grandes propriétés de la région et a d'excellentes références. Bonsoir. Madame, dit le jeune homme en s'inclinant légèrement, c'est un honneur de travailler pour vous. Geneviève le détailla rapidement. Il devait avoir une vingtaine d'années, l'âge qu'aurait eu Jules aujourd'hui. Cette pensée lui serra le cœur. Les rosiers sont ma priorité, monsieur Mercier. Ils sont très importants pour cette maison. Je les bichonnerai comme s'ils étaient mes enfants, madame, répondit Romain avec un sourire discret. Elle hocha la tête et s'apprêtait à monter l'escalier menant à ses appartements, quand la voix du jeune homme l'arrêta. Si je peux me permettre, madame, les black baccarat que vous avez près de la fontaine sont magnifiques. Mon père disait toujours que ces roses si sombres qu'elles en paraissent noires sont comme des secrets bien gardés. Geneviève se figea. Michel lui avait offert ces rosiers le jour de la naissance de Jules. Prononçant presque exactement les mêmes mots, elle se retourna lentement vers Romain, mais déjà il s'éloignait vers les communs avec Antoine. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Geneviève rêva de Michel qui lui tendait une rose noire. Derrière lui se tenait un jeune homme dont elle ne pouvait distinguer le visage, comme voilé par une brume persistante. Au même moment, à quelques kilomètres de là, dans un petit appartement de la banlieue parisienne, Romain Mercier contemplait un pendentif en émeraude en forme de clé, qu'il tenait au creux de sa main. Sur le revers étaient gravées les initiales JD. « C'est commencé, maman », murmura-t-il à la photo d'une femme au sourire doux, posée sur sa table de chevet. « Je tiendrai ma promesse. » L'aube se levait à peine sur le domaine de la cour. Romain, déjà au travail depuis 1 heure, contemplait les jardins qui s'étendaient à perte de vue. La propriété était à l'image de sa propriétaire, impeccable, imposante, mais avec une beauté mélancolique qui lui serrait le cœur. « Tu t'en sors avec les rosiers ?» demanda Antoine en s'approchant, 2 tasses de café fumant à la main. Romain accepta la tasse avec reconnaissance. Le froid matinal d'octobre mordait ses doigts malgré ses gants. « Ces rosiers ont été négligés, » répondit-il en observant les branches emmêlées. « Mais je peux les sauver. » Jean-Pierre était un bon jardinier. « Mais ces derniers temps, enfin, tu comprends ?» soupira Antoine. « C'est un peu comme tout le monde ici. » « Comment ça ?» Antoine hésita, puis baissa la voix. « Cette maison n'a jamais été la même depuis. L'incident, madame était différente avant. Du moins, c'est ce que racontent les anciens. » Romain hocha la tête sans commenter. Il connaissait déjà l'histoire, mais pas de la bouche d'Antoine. Il paraît qu'elle a engagé les meilleurs détectives pendant des années. Quand les policiers ont abandonné les recherches, elle a continué, elle y a laissé sa santé, son sommeil, mais jamais elle n'a retrouvé son petit. « La vie peut être cruelle », murmura Romain en repensant à sa propre enfance. Pendant les jours qui suivirent, il s'appliqua à redonner vie au jardin. Travaillant d'arrache-pied du lever au coucher du soleil, il remarqua rapidement que Geneviève de la Cour observait parfois son travail depuis la terrasse ou à travers les fenêtres, toujours à distance, comme un fantôme silencieux. Un matin, alors qu'il taillait les buis de l'allée principale, elle s'approcha enfin. « Vous avez fait des merveilles avec les rosiers, monsieur Mercier, » dit-elle d'une voix mesurée. « Merci, madame. Ils avaient juste besoin d'attention. » Il essuya ses mains sur son pantalon de travail. Et d'un peu d'amour, une expression indéchiffrable passa sur le visage de Geneviève. « L'amour ne suffit pas toujours, jeune homme. »« Non, mais sans lui, rien n'a vraiment de sens, » répondit-il simplement. Elle le considéra un moment, intriguée par cette réponse inhabituellement philosophique pour un jardinier. « Où avez-vous appris votre métier ? » ?»« À Lyon, principalement. J'ai commencé comme apprenti dans les jardins municipaux. Puis j'ai travaillé pour plusieurs grandes propriétés. » « Et votre famille ?» Une ombre passa sur le visage de Romain. « Je n'ai plus personne, madame. Ma mère est décédée il y a quelques années, et je n'ai jamais connu mon père.
Geneviève hocha la tête, une lueur d'empathie traversant brièvement son regard d'acier. « Je vous laisse à votre travail, monsieur Mercier. » Elle s'éloigna de sa démarche élégante, mais Romain sentit qu'un premier contact s'était établi, ténu mais réel. Les semaines passèrent, novembre apporta son lot de brouillard et de gelée matinale. Romain s'était fait accepter par le reste du personnel. Principalement grâce à sa discrétion et son efficacité, il mangeait généralement seul, prétextant vouloir avancer dans son travail. Mais en réalité, il observait, écoutait et apprenait tout ce qu'il pouvait sur la vie au domaine de la cour. Un jour de pluie, ne pouvant travailler à l'extérieur, il aidait Antoine à ranger des cartons dans une des nombreuses remises du domaine. C'est là qu'il aperçut, presque cachée derrière une armoire, une vieille photo encadrée montrant une femme en uniforme de gouvernante. Son cœur se serra, même couverte de poussière, il aurait reconnu ce visage entre mille. « Qui est-ce » demanda-t-il, la gorge nouée. Antoine jeta un coup d'œil distrait. « Oh, ça doit être Nadine, l'ancienne gouvernante. C'était avant mon temps. Elle est morte la nuit où le petit Jules a été enlevé. » Morte. Romain pâlit. Sa mère lui avait toujours dit qu'elle avait été renvoyée après l'incident, accusée de négligence. Enfin, pas tout de suite, corrigea Antoine. Elle a survécu à l'agression cette nuit-là, mais elle n'était plus la même après. Elle a quitté le service quelques mois plus tard et serait décédée peu après. Une histoire triste parmi tant d'autres dans cette maison. Ce soir-là, seul dans sa petite chambre sous les combles, Romain fixait le pendentif émeraude, les paroles de sa mère résonnant dans sa mémoire. « Tu dois retrouver la vérité, mon fils. Pour moi, pour Jules, et même pour Madame de la Cour. » Un matin de décembre, alors que le jardin dormait sous une fine couche de givre, Romain aperçut Geneviève qui marchait seule près de l'étang. Elle semblait plus fragile qu'à l'ordinaire. Comme si le masque de femme d'affaires implacable s'était momentanément fissuré, il hésita, puis s'approcha, tenant à la main une rose d'hiver qu'il avait réussi à faire fleurir en serre. « Madame, je me suis permis de cultiver quelques roses hors saison. Celle-ci m'a fait penser à vous. » Geneviève prit la fleur avec surprise. C'était une variété rare, aux pétales d'un blanc si pur qu'il semblait presque translucide. « Une souvenir de la malmaison, » dit-elle doucement. « Michel adorait cette variété. Votre mari avait bon goût. Elle est difficile à cultiver, mais d'une résistance exceptionnelle. » Un sourire fantôme effleura les lèvres de Geneviève. Comme beaucoup de belles choses, n'est-ce pas? Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'une voiture luxueuse. Bernard de la Cour en descendit, impeccable dans son costume sur mesure. « Geneviève, je ne savais pas que tu serais déjà là. » Son regard se posa sur Romain avec une curiosité à peine voilée. « Et vous êtes le nouveau jardinier, monsieur Romain Mercier ?» Bernard l'examina comme on évalue un meuble, puis se tourna vers sa belle-sœur. « Je dois te parler du projet marseillais. J'ai trouvé un moyen de contourner ces contraintes ridicules. » « Dans mon bureau, Bernard, » répondit-elle froidement avant de se tourner vers Romain. « Merci pour la rose, monsieur Mercier. » Tandis qu'il s'éloignait, Romain sentit le regard de Bernard peser sur lui, calculateur et méfiant. Cet après-midi-là, il travaillait près de la roseraie, taillant les dernières branches mortes avant l'hiver, quand il entendit des éclats de voix provenant du bureau de Geneviève, dont la fenêtre était entr'ouverte. Absolument hors de question. C'était la voix de Geneviève, inhabituellement émotive. Michel n'aurait jamais approuvé ces méthodes. « Michel est mort, Geneviève, » répondit Bernard avec une douceur feinte. « Et son fils aussi, probablement. Il serait temps que tu acceptes la réalité et que tu penses à l'avenir de l'entreprise. » Un silence lourd suivit cette déclaration. Puis la voix de Geneviève, glaciale. « Sors d'ici, Bernard, avant que je ne fasse quelque chose que nous regretterions tous les deux. » Quelques minutes plus tard, Bernard sortit à grandes enjambées, le visage congestionné par la colère. Il s'arrêta net en apercevant Romain. « Vous êtes bien curieux pour un simple jardinier, » siffla-t-il. Romain se redressa, soutenant son regard sans ciller. « Je ne fais que mon travail, monsieur. » Bernard s'approcha, menaçant. « Des conseils d'amis. Ne vous mêlez pas des affaires des de la cour. Les gens qui s'y risquent de finissent mal. » Il s'éloigna vers sa voiture, laissant Romain troublé par cette menace à peine voilée. Se penchant pour ramasser ses outils, il ne remarqua pas immédiatement que son pendentif s'était échappé de sa chemise et pendait maintenant au bout de sa chaîne, scintillant sous les pâles rayons du soleil d'hiver,
Ce n'est qu'en se redressant qu'il vit Geneviève, figée à quelques pas de lui, les yeux rivés sur le bijou en forme de clé. Son visage avait perdu toute couleur. « Ce pendentif », murmura-t-elle, une main tremblante s'élevant vers sa gorge. « Où l'avez-vous eu ?» Le monde sembla s'arrêter autour d'eux. Romain sentit son cœur s'emballer. Il était trop tôt. Il n'était pas prêt pour cette confrontation. « Pas encore. C'était à ma mère, » répondit-il doucement. « C'est tout ce qui me reste d'elle. » Geneviève s'approcha, comme hypnotisée. « Puis-je » Il hésita, puis inclina la tête pour lui permettre d'examiner le bijou sans l'enlever. Les doigts de Geneviève effleurèrent l'émeraude, caressant les contours familiers de cette clé qu'elle avait fait sculpter avec tant d'amour pour son fils nouveau-né. « Retournez-le » demanda-t-elle d'une voix étrangement calme. Romain obtempéra lentement, révélant les initiales gravées sur le revers. J.D. Geneviève observa le pendentif pendant ce qui sembla une éternité. Son regard naviguait entre les initiales gravées et le visage de Romain, cherchant désespérément une explication. Une réponse aux questions qui se bousculaient dans son esprit. « Madame » s'inquiéta Romain face à son mutisme prolongé. Elle sembla sortir d'une transe. Au lieu de l'explosion émotionnelle qu'il redoutait, son visage se referma comme une huître, reprenant ce masque d'impassibilité qu'elle avait perfectionné au fil des années. « Ah, c'est un beau bijou » dit-elle enfin d'une voix parfaitement maîtrisée. « Prenez-en soin. » Sans un mot de plus. Elle tourna les talons et regagna la maison d'un pas vif. Romain la regarda s'éloigner, partagé entre le soulagement et la déception. Il avait anticipé cette rencontre pendant des semaines. Mais pas dans ces circonstances. Pas encore. À l'intérieur de son bureau, Geneviève s'effondra dans son fauteuil, les mains tremblantes, ce pendentif. Elle l'aurait reconnu entre mille. Cette émeraude en forme de clé avait été taillée spécialement pour Jules. Un exemplaire unique créé par un joaillier parisien réputé pour son travail d'exception. Elle avait choisi ce symbole car, selon une vieille légende familiale, chaque enfant de la cour détenait la clé de l'avenir de la famille. Elle prit une profonde inspiration et se redressa. Des années de faux espoirs l'avaient endurcie contre les coïncidences. Ce jardinier pouvait avoir trouvé ce bijou, l'avoir acheté ou même l'avoir volé, mais elle ne pouvait ignorer cette piste, aussi improbable soit-elle. « Sylvie » appela-t-elle en décrochant son téléphone. « J'ai besoin que vous contactiez Fabrice Morel, immédiatement. » Fabrice était un ancien inspecteur reconverti en détective privé qui avait travaillé pour elle sur l'affaire de Jules pendant des années. Si quelqu'un pouvait découvrir la vérité sur Romain Mercier, c'était lui. Dans les jours qui suivirent, Geneviève observa Romain avec une attention renouvelée. Elle remarqua sa façon de se tenir. Certains gestes qui lui rappelaient étrangement Michel. Était-ce son imagination qui lui jouait des tours? Le désespoir qui créait des ressemblances là où il n'y en avait pas. Un après-midi, alors qu'elle revenait d'une réunion, elle le surprit devant la bibliothèque du salon, absorbée par les titres des ouvrages. « Vous aimez la lecture, monsieur Mercier ?» demanda-t-elle, le faisant sursauter. « Pardonnez-moi, madame, je ne voulais pas être indiscret, » s'excusa-t-il. « Ce n'est pas une réprimande, juste une question. » Romain hésita. « Oui, j'aime beaucoup lire, surtout, des ouvrages de médecine, en fait. » Cette réponse piqua sa curiosité. De médecine. Un intérêt inhabituel pour un jardinier. Un sourire timide éclaira le visage du jeune homme. « J'économise pour des études de médecine, madame. Le jardinage n'est qu'un moyen d'y parvenir. » Geneviève le considéra longuement. « Vous êtes plein de surprises, monsieur Mercier. Sentez-vous libre d'emprunter les livres qui vous intéressent ? » « Vraiment, merci, madame. » Son enthousiasme juvénile la toucha plus qu'elle ne l'aurait voulu. Comme si un mur s'effritait lentement autour de son cœur. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, dans un quartier populaire de Marseille, un jeune homme aux traits fins et aux yeux clairs finissait son service dans un bar miteux, Jules, comme il s'était récemment découvert s'appeler, essuyait les verres tout en réfléchissant intensément. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'il avait découvert la vérité sur ses origines. 3 semaines à digérer le fait que l'homme qu'il avait toujours appelé « père », Guy Marchand, n'était en réalité que son ravisseur. Ou plutôt, celui qu'il avait recueilli après l'enlèvement organisé par son propre oncle biologique. Bernard Delacour, Jules rangea le dernier verre et s'approcha de Guy, assis dans un coin sombre du bar. Malgré ses 60 ans passés, l'ancien truand conservait une aura de danger qui tenait à distance les autres clients. « Tu fais une connerie, gamin !» marmonna Guy sans lever les yeux de son whisky. « Laisse tomber cette histoire.
Comment tu peux me dire ça? Ces gens m'ont arraché à ma famille, à ma mère. Guy soupira profondément. Tu crois que je t'ai élevé comme mon fils pendant 18 ans pour te voir te faire descendre par ce salopard de la cour? Il est dangereux, Jules. Plus que tu ne peux l'imaginer. Je ne suis pas un gamin. Je sais me défendre. Le vieil homme ricana sans joie. Tu sais te battre dans la rue, peut-être. Mais de la cour, c'est un autre niveau. Il a des hommes, du pouvoir, de l'argent, et il ne reculera devant rien. Jules s'assit face à lui. Raconte-moi encore tout ce que tu sais. Guy but une gorgée avant de répondre. Je t'ai déjà tout dit. J'avais des dettes envers lui. Cette nuit-là, il m'a appelé, complètement paniqué. Ces hommes avaient merdé. Ils devaient simuler une effraction, effrayer ta mère et... Bon, ils devaient vous éliminer tous les deux. Jules sentit son estomac se nouer, malgré avoir entendu cette histoire plusieurs fois déjà. Mais ces abrutis ont décidé de t'enlever pour demander une rançon. Quand Bernard l'a appris, il est devenu fou, il les a éliminés et il s'est retrouvé avec toi sur les bras. C'est là qu'il m'a appelé. Et tu as accepté de prendre un bébé volé. Guy leva enfin les yeux, son regard dur mais étrangement vulnérable. J'étais un criminel, pas un monstre. Je savais qu'il te tuerait si je refusais. Alors j'ai fait ce choix. Je t'ai pris, j'ai changé de ville, changé de nom, et je t'ai élevé du mieux que j'ai pu. Jules hocha lentement la tête, malgré sa colère. Il ne pouvait nier que Guy avait été un père décent, l'éloignant du crime, l'encourageant à étudier, jusqu'à ce qu'il trouve par hasard, en rangeant de vieux cartons, ce médaillon contenant sa photo de bébé et le nom Jules Delacour. Je dois la retrouver, Guy, ma mère, Geneviève Delacour. Elle me croit mort depuis 18 ans. Et tu vas débarquer comme ça? Bonjour, je suis votre fils disparu. Et si elle ne te croit pas? Pire. Et si Bernard apprend que tu es vivant, tu signes ton arrêt de mort, gamin. Jules sourit avec une détermination glaciale. C'est pour ça que je vais d'abord m'occuper de lui, pendant ce temps, dans un hôtel de luxe parisien. Bernard Delacour dînait avec un homme corpulent, aux traits slaves prononcés. Le jardinier m'inquiète, Dimitri, confia Bernard en baissant la voix. Il y a quelque chose chez lui. Vous voulez que je m'en occupe? Proposa l'homme avec un accent russe prononcé. Bernard hésita. Pas encore. Je veux savoir qui il est d'abord. Fais-le surveiller. Et pour l'autre affaire, notre Jules est presque prêt. Benjamin a mémorisé tous les détails de son enfance fictive, les anecdotes que nous avons créées. Il sera parfait. Un sourire cruel étira les lèvres de Bernard. Parfait. Dans quelques mois, nous introduirons notre Jules, retrouvé à Geneviève. La pauvre sera si heureuse de retrouver son fils qu'elle ne se posera aucune question. Et une fois qu'il aura hérité de tout, elle aura un malheureux accident, compléta Dimitri avec un rictus. Exactement. Et le fils prodigue, dévasté, se tournera naturellement vers son oncle bienveillant pour l'aider à gérer l'empire de la cour. Ils trinquèrent à ce plan, ignorant qu'à cet instant précis, Fabrice Morel, le détective engagé par Geneviève, prenait en photo leur rencontre depuis l'autre côté de la rue. Le lendemain matin, Geneviève reçut le premier rapport de Fabrice concernant Romain. Son cœur se serra en lisant les découvertes troublantes du détective. Aucune trace officielle de Romain Mercier avant ses 10 ans, un mystérieux placement en famille d'accueil à Lyon, des rapports scolaires excellents, particulièrement en sciences, un parcours impeccable, mais qui semblait commencer de nulle part. Elle reposa le dossier, perplexe. Qui était réellement ce jeune homme? Et pourquoi portait-il le pendentif de Jules? Saisissant son téléphone, elle composa le numéro de Fabrice. « Continuez vos recherches. Je veux tout savoir sur lui et sur sa mère. Surtout, Nadine. » Était-ce son nom? Sur la terrasse, Romain observait les jardins endormis sous l'hiver, inconscient des investigations dont il faisait l'objet. Le plan de sa mère se déroulait comme prévu. Le pendentif avait attiré l'attention de Geneviève. Bientôt, très bientôt, il pourrait révéler la vérité sur cette nuit fatidique. Mais d'abord, il devait s'assurer que Bernard paierait pour ses crimes. Il ne savait pas encore que, quelque part entre Marseille et Paris, un autre jeune homme nourrissait exactement le même objectif. Un jeune homme qui, comme lui, cherchait justice pour une vie volée. Les jours passaient, et une étrange relation commençait à se tisser entre Geneviève et Romain. Depuis qu'elle lui avait donné accès à la bibliothèque, il y passait une partie de ses soirées, plongé dans les ouvrages médicaux que Michel avait collectionnés au fil des ans,
Un soir de décembre, alors que la neige tombait doucement sur le domaine, Geneviève le trouva absorbé par un traité de cardiologie, prenant des notes avec une application qui la surprit. « Vous êtes vraiment sérieux à propos de la médecine », constata-t-elle en entrant dans la pièce. Romain se leva d'un bond. « Madame, je ne vous avais pas entendu. Restez assis, je vous en prie. » Elle s'approcha et jeta un œil aux notes méticuleuses. « Cardiologie, un domaine spécifique qui vous intéresse. » Une ombre passa sur le visage du jeune homme. « Ma mère est morte d'une insuffisance cardiaque. Les médecins auraient pu la sauver si... » Il s'interrompit, submergé par l'émotion. Geneviève, habituellement si distante, se surprit à poser une main compatissante sur son épaule. « Je comprends, » murmura-t-elle. « Perdre un être cher vous change à jamais. » Leurs regards se croisèrent, unis par cette douleur partagée que peu comprenaient. Pendant un bref instant, les barrières sociales s'effacèrent entre la puissante femme d'affaires et le simple jardinier. « Michel aurait aimé votre détermination, » dit-elle doucement. « Il croyait que l'éducation était la clé de tout. Votre mari devait être un homme remarquable. Il l'était. » Elle s'assit dans un fauteuil proche. Soudain désireuse de parler, il avait cette façon de voir le meilleur en chacun. C'est ce qui l'a tué, je crois, sa confiance excessive. Romain l'écoutait attentivement, conscient de la rareté de ce moment où Geneviève de la cour baissait sa garde. « Vous lui ressemblez un peu, » ajouta-t-elle pensivement. « Cette façon que vous avez de pencher légèrement la tête quand vous réfléchissez, Michel faisait exactement la même chose. » Le cœur de Romain s'accéléra. Ces similitudes n'étaient pas accidentelles, mais il était trop tôt pour révéler la vérité. « J'aurais aimé le connaître, » dit-il simplement, le lendemain. Geneviève convoqua Fabrice Morel dans son bureau à Paris. Le détective, un homme compact dans la cinquantaine, déposa un dossier plus épais que le précédent sur son bureau. « J'ai creusé l'histoire de la mère », annonça-t-il sans préambule. « Nadine Mercier. Elle a bien travaillé ici comme gouvernante jusqu'en 2007. »« L'année de l'enlèvement ?» murmura Geneviève. « Exact. Elle a démissionné 3 mois après l'incident. Prétextant des problèmes de santé, elle s'est installée à Lyon, où elle a élevé son fils Romain. Mais voilà le plus intéressant, avant 2007, aucune trace d'un enfant dans sa vie. » Geneviève fronça les sourcils. « Que suggérez-vous ? » ?»« Je ne suggère rien. Je constate. » Il sortit une photo en noir et blanc. « Voici Nadine à son arrivée chez vous en 2002. Pas d'enfant mentionné dans son dossier d'embauche. Elle aurait pu le cacher. Possible. Mais j'ai vérifié les registres de naissance de Lyon et des environs. Aucun Romain Mercier né en 1998 ou 1999, ce qui correspondrait à son âge actuel. » Geneviève sentit un frisson la parcourir. « Et le pendentif. J'y viens. J'ai montré une photo du bijou au joaillier qu'il avait créé pour vous. Il confirme qu'il s'agit bien de l'original, pas une copie. » Un silence pesant s'installa dans le bureau. Les implications étaient vertigineuses. « Il y a autre chose, » ajouta Fabrice en sortant un dossier médical. « J'ai obtenu ceci, par des moyens que vous préférez probablement ignorer. Le certificat de décès de Nadine Mercier, insuffisance cardiaque, comme son fils vous l'a dit, mais ce qui est intéressant, c'est ceci. Avant sa mort, elle a été admise plusieurs fois à l'hôpital suite à des agressions, des accidents domestiques selon les rapports officiels. Quelqu'un la faisait taire, » murmura Geneviève, les pièces du puzzle commençant à s'assembler dans son esprit. Fabrice hocha gravement la tête. « Je continue à creuser, mais soyez prudente, madame. Si mes soupçons sont fondés, cette histoire pourrait être bien plus dangereuse que nous ne l'imaginions. » Cette nuit-là, Geneviève ne trouva pas le sommeil. Les révélations de Fabrice tournoyaient dans son esprit, mêlées au souvenir de cette nuit fatidique où elle avait perdu Jules. Elle se rappelait avoir trouvé Nadine inconsciente dans la chambre de l'enfant, une blessure à la tête. À l'époque, la police avait supposé que la gouvernante avait surpris les ravisseurs et avait été assommée. Mais non, c'était impensable. Nadine avait toujours été loyale. Pourquoi aurait-elle participé à l'enlèvement puis sauvé le pendentif ? Rien n'avait de sens. Pendant ce temps, dans sa petite chambre sous les combles, Romain contemplait une vieille photo jaunie. On y voyait une femme souriante tenant un bébé dans ses bras. Au dos, une inscription. Romain, 3 ans, Lyon, 2001. Ce n'était pas lui sur cette photo. C'était un enfant quelconque, trouvé par sa mère pour construire sa nouvelle identité après leur fuite précipitée du domaine de la cour.
Le vrai Romain Mercier n'existait pas avant ses 10 ans. Il ferma les yeux, revivant la nuit où sa mère, mourante, lui avait enfin révélé toute la vérité. « J'étais là cette nuit-là », avait-elle murmuré de son lit d'hôpital. « J'ai tout vu, tout entendu. Ce n'était pas un enlèvement ordinaire, mon fils. C'était Bernard. Bernard Delacour qui voulait éliminer sa belle-sœur et le bébé pour hériter de tout. Pourquoi n'as-tu rien dit ?» avait-il demandé. Dévasté, j'ai essayé. Des larmes coulaient sur ses joues creusées par la maladie. Mais il m'a retrouvée. Ces hommes, les accidents que j'ai eus, c'était lui. J'ai compris que nous ne serions jamais en sécurité si je parlais. Elle avait alors sorti de sous son oreiller le pendentif émeraude. J'ai réussi à récupérer ceci sur l'un des ravisseurs avant qu'ils ne disparaissent avec l'enfant. Bernard n'a jamais su que je l'avais. C'est la preuve, la seule preuve que j'ai pu sauver. Et maintenant, avait-il demandé, tenant le bijou comme un talisman, maintenant tu dois terminer ce que je n'ai pas pu faire. Retrouve Geneviève. Dis-lui la vérité. Mais sois prudent. Bernard est un monstre qui ne recule devant rien. Dans le présent, Romain serra le pendentif dans sa main. « Je tiendrai ma promesse, maman », murmura-t-il dans la nuit. Les jours suivants, Geneviève se mit à observer Romain sous un jour nouveau. Chaque geste, chaque expression pouvait être un indice. Elle remarqua comment il tenait sa tasse de café. Exactement comme Michel, sa façon de froncer légèrement les sourcils quand il se concentrait, un tic qu'elle-même possédait, coïncidence ou signe, un matin glacial de janvier, elle le surprit à contempler une ancienne photo de famille, accrochée dans le couloir. Michel y tenait le bébé Jules, tout juste né. C'était 2 jours après sa naissance, dit-elle doucement, le faisant sursauter. « Il vous ressemblait ?» répondit Romain en désignant le nourrisson. « Vous trouvez ? Tout le monde disait qu'il était le portrait craché de Michel. Les yeux, peut-être. Mais la forme du visage, le menton, c'est vous. » Geneviève sentit son cœur se serrer. Tant d'années à imaginer comment son fils aurait grandi, à chercher son visage dans celui des inconnus qu'elle croisait. Et maintenant, ce jeune homme qui portait le pendentif de Jules et qui ressemblait tant à Michel. « Romain, dit-elle soudain, aimeriez-vous dîner avec moi ce soir ? J'aimerais vous parler de quelque chose d'important. » Il parut surpris, mais acquiesça. « Ce serait un honneur, madame. » Ce qu'ils ignoraient tous deux, c'est qu'à cet instant précis, Bernard recevait un rapport alarmant de Dimitri concernant les investigations de Fabrice Morel. Le détective se rapprochait dangereusement de la vérité. « Il faut agir », décida Bernard, le visage durci par la détermination. Maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, Jules descendit du train à la gare de Lyon, son vieux sac de sport contenant le strict nécessaire jeté sur l'épaule. Paris l'accueillait sous un ciel gris de janvier, la ville lumière assombrie par un hiver particulièrement rigoureux. Sa décision avait été prise après des jours d'hésitation. Il devait infiltrer l'organisation de Bernard Delacour. Guy avait tenté de l'en dissuader jusqu'à la dernière minute, lui répétant que c'était suicidaire, mais il lui avait finalement donné un nom et une adresse, un ancien contact dans le milieu parisien qui pourrait potentiellement l'aider. « Serge Varenne, au Cavalier Noir dans le 18e, lui avait-il dit. « Dis-lui que tu viens de ma part, mais ne lui révèle jamais qui tu es vraiment, compris ? Le Cavalier Noir s'avéra être un bar miteux, fréquenté par une clientèle douteuse. » Jules poussa la porte, instantanément enveloppé par les odeurs de tabac froid et d'alcool bon marché. « Je cherche Serge Varenne », annonça-t-il au barman, un homme massif au crâne luisant. « Et qui le demande ? Quelqu'un qui vient de la part de Guy Marchand. » Le nom fit son effet. Le barman lui indiqua une table au fond, où un homme dans la soixantaine, au visage buriné et aux yeux vifs, jouait aux cartes en solitaire. « Guy Marchand, hein ?» dit Serge après que Jules se fut présenté. « Ce vieux filou est toujours en vie. Bien vivant et toujours aussi têtu. » Serge l'examina avec attention. « Tu lui ressembles pas. Qu'est-ce que tu lui veux à Marchand ? Du travail, il m'a dit que vous pourriez m'aider à entrer dans l'organisation de Bernard Delacour. » Le vieil homme se figea. « Delacour, t'es suicidaire, petit. J'ai des compétences, et j'ai besoin d'argent. » « Des compétences ?» Serge ricana. « Tu sais dans quoi trempe Delacour. C'est pas des petits braquages à la Guy Marchand. C'est du lourd. Blanchiment, trafic, extorsion. Et ces hommes de main sont des professionnels, pas des gamins des rues. » Jules soutint son regard. « Je suis motivé, et j'apprends vite. » Après un long silence, Serge sortit un téléphone. « On verra bien ce que Dimitri en pense. »
Pendant ce temps, au domaine de la cour, Romain se préparait nerveusement pour le dîner avec Geneviève. Il avait emprunté une chemise à Antoine, le majordome lui ayant proposé son aide avec une gentillesse inattendue. « Madame ne dîne jamais avec le personnel », avait commenté Antoine en ajustant le col. « Tu as fait forte impression, mon garçon. » Romain se demandait s'il était prêt pour cette conversation. Révéler la vérité maintenant serait prématuré. Il n'avait pas encore assez de preuves contre Bernard. Mais mentir à Geneviève devenait chaque jour plus difficile, surtout maintenant qu'un lien s'était formé entre eux. Le dîner fut servi dans le petit salon privé attenant à la chambre de Geneviève, un cadre intime, loin des oreilles indiscrètes. « Je vous remercie pour cette invitation », dit Romain, mal à l'aise dans ce nouvel environnement. Geneviève, vêtue avec une élégance simple, lui servit un verre de vin. « Ne me remerciez pas encore, Romain. Cette conversation pourrait s'avérer difficile. » Elle prit une profonde inspiration. « Je vais être directe. Ce pendentif que vous portez, il appartenait à mon fils. C'est une pièce unique, créée spécialement pour lui. J'aimerais savoir comment votre mère l'a obtenue. » Romain sentit son cœur s'accélérer. Le moment de vérité approchait plus vite qu'il ne l'avait anticipé. « Ma mère travaillait ici, » commença-t-il prudemment. « Elle était gouvernante. »« Nadine, » confirma Geneviève. « Je m'en souviens parfaitement. Elle était présente la nuit où Jules a été enlevé. Elle a été agressée cette nuit-là, » poursuivit Romain, choisissant ses mots avec soin. Mais ce qu'elle n'a jamais dit à la police, c'est qu'avant de perdre conscience, elle a vu qui avait organisé tout ça. Le visage de Geneviève se figea. Continuez. Elle a vu Bernard donner des instructions aux hommes qui ont enlevé Jules. Elle a entendu qu'il voulait vous éliminer tous les deux. Mais les ravisseurs ont décidé de prendre l'enfant pour demander une rançon à la place. Bernard ? La voix de Geneviève n'était qu'un murmure horrifié. Mon beau-frère. Romain hocha gravement la tête. Quand les ravisseurs sont partis avec Jules, ma mère a repris conscience brièvement. Elle a réussi à arracher le pendentif à l'un d'eux dans la bagarre. C'est tout ce qu'elle a pu sauver. Pourquoi n'a-t-elle rien dit ? La voix de Geneviève tremblait maintenant. Partagée entre l'incrédulité et une rage naissante, elle a essayé. Mais Bernard l'a fait menacer, puis agresser, plusieurs fois. Elle a compris qu'elle ne serait jamais en sécurité tant qu'il serait libre. Alors elle est partie, m'emmenant avec elle. Nous avons changé de vie, d'identité. Et maintenant vous êtes revenu. Pourquoi ? Romain hésita, pesant sa réponse. Ma mère m'a fait promettre avant de mourir. Elle voulait que vous connaissiez la vérité et elle voulait que je trouve des preuves contre Bernard. Un silence lourd s'installa entre eux, seulement troublé par le crépitement du feu dans la cheminée. Geneviève semblait lutter contre un torrent d'émotions. « Des preuves » murmura-t-elle finalement. « Vous en avez ? Pas encore, mais je suis proche. Bernard prépare quelque chose. Je le sens. Il s'est rendu plusieurs fois à une propriété abandonnée près de Fontainebleau et il rencontre régulièrement un homme. Un Russe nommé Dimitri. » Geneviève se leva brusquement. « Fabrice enquête aussi, mon détective privé. Il a découvert que Bernard rencontre effectivement ce Dimitri. » Elle s'approcha de la fenêtre, contemplant la nuit. « Pendant 18 ans, j'ai côtoyé le meurtrier de mon mari, le ravisseur de mon fils, et je n'ai rien vu. Il est très prudent, » dit doucement Romain, « et très patient. » Geneviève se retourna, une nouvelle détermination dans le regard. « Plus maintenant, nous allons le piéger, Romain, ensemble. » À l'autre bout de Paris, dans un club privé aux lumières tamisées, Bernard rencontrait Dimitri. Le Russe semblait nerveux, ce qui ne lui ressemblait pas. « Tu as intérêt à avoir une bonne raison pour cette réunion d'urgence, » grommela Bernard. « 2 problèmes, » répondit Dimitri. « D'abord, ce détective Morel, il a photographié notre dernière rencontre. Il sait pour Benjamin, » Bernard jura entre ses dents. « Et l'autre problème, Serge Varenne m'a contacté. Un jeune gars cherche à entrer dans l'organisation, dit qu'il vient de Marseille. Et alors, on recrute tout le temps. Il vient de la part de Guy Marchand. Bernard Blémy, Guy Marchand, un nom qu'il espérait ne plus jamais entendre. Tu penses que... Je ne sais pas, mais la coïncidence est troublante. D'abord ce jardinier avec le pendentif, maintenant ça. Fais-le entrer dans l'organisation, décida Bernard après réflexion. Je veux le rencontrer quant au détective, occupe-temps, définitivement. Et pour le jardinier, Bernard contempla son verre.
un plan se formant dans son esprit. « J'ai une idée, une façon de nous débarrasser de plusieurs problèmes d'un coup. » Il sourit, ce sourire froid qui faisait frissonner même Dimitri. « Il est temps d'accélérer notre calendrier. Dans 1 mois, nous présenterons Benjamin à Geneviève comme son fils retrouvé, et ensuite, nous organiserons une petite réunion de famille, la dernière. » 2 jours plus tard, Jules fut introduit dans l'organisation de Bernard, comme simple homme de main. On lui confia d'abord des tâches subalternes, surveillance, livraison discrète, intimidation de petits débiteurs. Il s'efforçait de se faire remarquer par son efficacité, tout en restant suffisamment discret pour ne pas éveiller les soupçons. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était la présence constante de Dimitri, qu'il observait comme un faucon. Le Russe semblait méfiant, analysant chacun de ses gestes, chacune de ses paroles. Un soir, alors qu'il revenait d'une mission, Dimitri l'attendait dans le parking souterrain qui servait de point de rendez-vous. « Le patron veut te voir », annonça-t-il simplement. Jules sentit son sang se glacer. Bernard Delacour, l'homme qui avait orchestré l'enlèvement, qui avait probablement tué son père biologique, l'oncle qu'il n'avait jamais connu mais qu'il haïssait de toutes ses forces. « Maintenant ?» demanda-t-il, s'efforçant de masquer son trouble. Maintenant, pendant le trajet en voiture, Jules répéta mentalement l'histoire qu'il avait préparée, les mensonges soigneusement élaborés pour dissimuler sa véritable identité. Mais au fond de lui, une question lancinante demeurait. Et si Bernard le reconnaissait? Y avait-il quelque chose dans son visage, dans ses gestes, qui trahirait son lien avec Michel et Geneviève Delacour? La voiture s'arrêta devant une luxueuse villa dans les hauteurs de Neuilly. Jules suivit Dimitri à l'intérieur. Le cœur battant, Bernard l'attendait dans un bureau richement décoré. Plus âgé que sur les photos que Jules avait étudiées, mais toujours aussi élégant, avec ce sourire carnassier qui n'atteignait jamais ses yeux. « Alors c'est toi, le protégé de Guy Marchand ?» dit Bernard en l'examinant attentivement. « Assieds-toi, nous avons à parler. » Bernard fixait Jules avec une intensité dérangeante. Quelque chose dans les traits du jeune homme semblait l'intriguer, comme s'il cherchait à retrouver un souvenir enfoui. « Guy Marchand », dit-il finalement, rompant le silence oppressant. « Un nom que je n'ai pas entendu depuis longtemps. Comment va ce vieux brigand ? » « Toujours en vie, » répondit Jules avec une désinvolture calculée. « Mais il a raccroché, trop vieux pour ce monde. » Bernard émit un rire sans joie. « On n'est jamais trop vieux pour survivre, seulement trop faible. » Il se servit un verre de whisky. « Et pourquoi t'envoie-t-il vers moi, exactement ? » « Il ne m'a pas envoyé, » corrigea Jules. « Il m'a juste donné votre nom quand je lui ai dit que je montais à Paris pour les opportunités. » Les opportunités. Bernard fit tourner le liquide ambré dans son verre. « Et qu'est-ce qui te fait croire que je pourrais t'en offrir ?» Jules haussa les épaules. « Dimitri semble satisfait de mon travail jusqu'à présent. Dimitri est facilement impressionné, moi, en revanche. » Bernard se pencha en avant, ses yeux froids plongés dans ceux de Jules. « J'ai besoin de loyauté absolue. Pas de questions, pas d'hésitation, tu comprends ? Parfaitement. » Un silence s'installa tandis que Bernard continuait son examen. « Tu me rappelles quelqu'un ?» dit-il enfin. « Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose de familier chez toi. » Le cœur de Jules manqua un battement. Se pouvait-il que Bernard reconnaisse en lui les traits de son frère Michel, ou pire encore, ceux de Geneviève ? « J'ai un de ces visages, paraît-il, » répondit-il avec un sourire forcé. Bernard sembla se satisfaire de cette réponse. « J'ai une mission spéciale pour toi, une sorte de test. » Il sortit une photographie d'un tiroir et la poussa vers Jules. La photo montrait un homme d'une 50aine d'années, au physique banal mais au regard vif. Fabrice Morel, un détective privé qui fourre son nez là où il ne devrait pas. Je veux qu'il comprenne le message. « Vous voulez que je... » « Pas encore, » coupa Bernard. « Pour l'instant, juste un avertissement. » Suffisamment sérieux pour qu'il saisisse, mais rien de définitif. Je veux voir comment tu gères ça. Jules acquiesça, dissimulant son trouble. Fabrice Morel, le détective engagé par sa mère biologique, d'après les informations qu'il avait pu glaner, il se retrouvait maintenant chargé de l'intimider. Peut-être même de le blesser. Il sera fait selon vos ordres, dit-il avec une assurance qu'il était loin de ressentir, pendant ce temps, au domaine de la cour. Geneviève et Romain élaboraient leur propre stratégie, depuis leur conversation révélatrice. Une nouvelle complicité s'était établie entre eux. Forgée par leur détermination commune à faire tomber Bernard,
Fabrice a découvert quelque chose, annonça Geneviève en entrant dans la serre où Romain s'occupait des orchidées. Bernard prépare l'arrivée d'un imposteur, un certain Benjamin, qui se ferait passer pour Jules. Romain posa délicatement le vaporisateur qu'il tenait. Quand, bientôt, d'après Fabrice, ils attendent le moment opportun. Nous devons trouver des preuves solides avant, dit Romain, le visage grave. Des documents, des enregistrements, quelque chose qui incrimine définitivement Bernard. Geneviève hocha la tête. Bernard vient dîner demain soir. Une réunion d'affaires, soi-disant, ce serait l'occasion de fouiller dans ses affaires. C'est trop risqué pour vous, protesta Romain. Pas pour moi. Un sourire déterminé éclaira le visage de Geneviève. Je le distrairai pendant que vous fouillerez sa mallette, il ne la quitte jamais. Mais il ne pourra pas l'emmener à table. Le lendemain soir, le plan se mit en place. Bernard arriva ponctuellement à 20h, impeccable dans son costume 3 pièces, sa mallette en cuir à la main. « Ma chère Geneviève », la salua-t-il avec son habituelle courtoisie feinte, toujours aussi ravissante. « Bernard ». Elle accepta sa bise avec un sourire tout aussi faux. « Laisse ta mallette dans le vestibule, Antoine s'en occupera, le champagne nous attend au salon. » Bernard hésita une fraction de seconde avant de confier sa précieuse mallette à Antoine. Le majordome, complice du plan, la déposa dans le petit bureau adjacent au salon, où Romain attendait déjà, caché derrière les rideaux. Dès qu'Antoine eut refermé la porte, Romain se précipita sur la mallette. Le verrou à code représentait un obstacle. Mais il avait prévu cette éventualité. Sortant de sa poche un petit appareil électronique qu'il avait bricolé, il le connecta au mécanisme de verrouillage. L'appareil émit un léger bourdonnement, tandis qu'il testait systématiquement les combinaisons possibles. Après 2 minutes qui lui parurent une éternité, un déclic se fit entendre. Romain ouvrit fébrilement la mallette. À l'intérieur, des dossiers soigneusement classés, un ordinateur portable verrouillé, et au fond, une enveloppe marron scellée portant l'inscription « Opération Phénix ». Romain ouvrit l'enveloppe avec précaution. Elle contenait plusieurs documents. Des photos d'un jeune homme qui ressemblait vaguement à Michel Delacour, visiblement prises à son insu, un faux passeport au nom de Jules Delacour, et surtout, un contrat entre Bernard et un certain Benjamin Keller, stipulant le rôle que ce dernier devait jouer et sa rémunération. Une somme astronomique, mais le document le plus accablant était un mémorandum daté de 3 jours avant la mort de Michel, détaillant un plan pour réorganiser la succession familiale. Bernard y mentionnait clairement son intention d'éliminer Michel et de s'assurer que Geneviève ne puisse jamais prouver sa culpabilité. Les mains tremblantes, Romain photographia rapidement chaque document avec son téléphone. Au moment de refermer la mallette, son regard fut attiré par un petit carnet niché dans une poche intérieure. Il contenait des adresses et des numéros de téléphone, dont l'un était entouré de rouge. Propriété Fontainebleau. Phase finale, 15-02. Le 15 février, dans 3 semaines exactement, Romain photographia aussi cette page, avant de tout remettre en place et de verrouiller la mallette. À peine avait-il terminé, qu'Antoine entr'ouvrit discrètement la porte. « Il demande sa mallette », chuchota-t-il. « Il dit qu'il a des documents à montrer à madame. » Romain se glissa silencieusement hors de la pièce, tandis qu'Antoine récupérait la mallette comme si de rien n'était. De retour dans sa chambre, il examina attentivement les photos prises. Les preuves étaient accablantes, mais suffisantes pour faire tomber Bernard. Et que signifiait cette phase finale prévue à Fontainebleau? Le lendemain matin, Romain montra les photos à Geneviève. Son visage se décomposa en découvrant le mémorandum prouvant l'implication de Bernard dans la mort de Michel. « Ce monstre !» murmura-t-elle, les mains tremblantes. « Pendant toutes ces années, il y a plus, » dit doucement Romain. « Cette date, le 15 février, je pense que c'est là qu'il compte révéler son faux Jules. Nous devons prévenir Fabrice immédiatement, » décida Geneviève. « Avec ces preuves, la police pourra enfin agir. » Elle composa le numéro du détective, mais tomba directement sur sa messagerie. Plusieurs tentatives successives restèrent vaines. « C'est étrange, » dit-elle, l'inquiétude transparaissant dans sa voix. Fabrice répond toujours. Ce qu'ils ignoraient, c'est que, à cet instant précis, Fabrice Morel gisait dans son appartement, sévèrement battu par 2 hommes masqués. L'un d'eux, Jules, avait délibérément retenu ses coups, faisant semblant de frapper plus fort qu'il ne le faisait réellement. Mais son complice, un homme de main chevronnée de Dimitri, n'avait pas eu ses scrupules. « Le patron vous conseille d'abandonner l'affaire Delacour », avait-il grogné avant de partir.
Laissant le détective à demi conscient au milieu de son bureau saccagé, l'inquiétude de Geneviève grandit au fil des heures, sans nouvelles de Fabrice. Finalement, en fin d'après-midi, elle reçut un message laconique. « Embuscade, document volé. Restez prudente, je disparais quelque temps. »« Ils savent, » murmura Geneviève. Alarmé, Bernard a compris que nous enquêtions. Ce qui signifie qu'il va accélérer son plan, ajouta Romain. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Ce soir-là, alors que l'obscurité enveloppait le domaine de la cour, 2 silhouettes se glissèrent discrètement dans le parc. Des hommes de Bernard, chargés de surveiller les allées et venues de Romain et Geneviève. Au même moment, dans son luxueux appartement parisien, Bernard recevait un rapport détaillé de Dimitri sur l'agression de Fabrice Morel. « Le message est passé », conclut le Russe, « et le nouveau, Jules, a fait du bon travail. » Bernard hocha la tête. « Satisfait. Parfait. Contacte Benjamin. Nous avançons l'opération au 5 février. Il est temps de réunir toute la petite famille. Une dernière fois. » Les jours qui suivirent furent marqués par une tension croissante, privée du soutien de Fabrice Morel, qui semblait avoir véritablement disparu. Geneviève et Romain redoublaient de prudence. La présence d'hommes de main surveillant discrètement le domaine n'avait pas échappé à Antoine, dont la loyauté envers sa patronne était inébranlable. « Des individus suspects rôdent autour de la propriété depuis 3 jours, » rapporta-t-il un matin. Alors qu'il servait le café à Geneviève dans la véranda, toujours les mêmes voitures, toujours les mêmes horaires. Bernard ne prend plus la peine de dissimuler sa surveillance, constata Geneviève avec amertume. Il se sent suffisamment sûr de lui. Romain, qui s'était joint à eux pour cette réunion matinale discrète, hocha gravement la tête. Il accélère son plan. Nous devons être prêts à réagir. À peine avait-il terminé cette discussion qu'un appel bouleversa leur projet. Bernard, d'une voix inhabituellement cordiale, invitait Geneviève à déjeuner 2 jours plus tard pour discuter d'une affaire extraordinairement importante. « J'ai des nouvelles qui vont changer ta vie, ma chère », avait-il conclu avec une satisfaction à peine dissimulée, dès qu'elle raccrocha. Geneviève se tourna vers Romain, le visage blême. « C'est commencé, il va me présenter son imposteur. »« Vous ne pouvez pas y aller seul, » protesta Romain. « C'est trop dangereux. Je n'ai pas le choix. » Refuser éveillerait ses soupçons. Elle prit les mains de Romain dans les siennes, un geste maternel qu'elle ne s'était jamais permis auparavant. « Si je veux protéger celui que je crois être mon véritable fils, je dois jouer son jeu encore un peu. » Ces mots bouleversèrent Romain. Il y avait dans cette phrase une reconnaissance implicite de ce qu'il n'avait jamais ouvertement évoqué. La possibilité que Jules Delacour soit encore en vie, quelque part, je serai près du restaurant, décida-t-il. À la moindre alerte, j'interviendrai. Le déjeuner eut lieu dans un salon privé du Plaza Athénée. Bernard avait vu les choses en grand, commandant champagne et met fin pour ce qu'il présentait comme une célébration. « Tu te demandes pourquoi tant de mystère ?» dit-il en observant Geneviève jouer avec son verre sans boire. « Je t'assure que l'attente en vaut la peine. »« Je t'écoute », répondit-elle froidement, s'efforçant de masquer sa répulsion envers l'homme qui avait détruit sa famille. Bernard fit un signe, et un jeune homme d'une 20aine d'années entra dans le salon. Grand, élégant, avec des traits qui rappelaient vaguement ceux de Michel, Geneviève sentit son cœur se serrer malgré elle. « Geneviève, » commença Bernard d'une voix théâtrale, « permets-moi de te présenter Jules, ton fils. » Le jeune homme s'avança, l'émotion paraissant troubler ses traits. Une performance remarquable, pensa Geneviève en l'observant. « Maman » murmura-t-il d'une voix étranglée de sanglots parfaitement calculés. Enfin, Geneviève resta immobile, analysant chaque détail. Ce Benjamin était bien entraîné, mais certains détails ne correspondirent pas. Les yeux n'étaient pas exactement ceux de Michel. Le menton n'avait pas la même forme que le sien, et surtout, il ne portait pas le pendentif. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-elle finalement, jouant la confusion et l'espoir mêlés. Après toutes ces années, Bernard se chargea de raconter une histoire soigneusement élaborée. Jules aurait été élevé par une famille modeste en Espagne. Ignorant tout de ses origines jusqu'à ce qu'une enquête de routine sur des adoptions illégales ne révèle sa véritable identité, Bernard, toujours à l'affût des affaires concernant les enfants disparus, aurait fait le rapprochement et organisé des tests ADN qui confirmèrent les liens de parenté. « Tu comprends pourquoi je voulais te préparer », conclut-il en posant une main paternelle sur l'épaule du faux Jules. Un tel choc, après toutes ces années,
Geneviève se força à sourire, à jouer le jeu de la mère éperdue de bonheur retrouvant son fils. Elle accepta même l'étreinte de l'imposteur, réprimant un frisson de dégoût. « C'est miraculeux, dit-elle enfin. Je voudrais organiser quelque chose au domaine. » Pour célébrer ce retour, demain soir, peut-être. Bernard sembla surpris par cette suggestion, mais se reprit rapidement. « Excellente idée, nous pourrons ainsi parler des aspects pratiques de la situation, le testament de Michel, notamment. Bien sûr, acquiesça Geneviève avec un sourire forcé. Les affaires de famille. » En sortant du restaurant, elle aperçut Romain qui l'attendait, dissimulé dans un café voisin, d'un imperceptible signe de tête. Elle lui fit comprendre qu'il était temps de mettre en œuvre la seconde partie de leur plan. Pendant ce temps, à quelques rues de là, Jules terminait son rapport à Dimitri concernant la surveillance du domaine de la cour. « Le jardinier passe beaucoup de temps avec madame, » conclut-il, choisissant soigneusement ses mots. « Il semble proche. » Dimitri grogna. Bernard s'en doutait. Ce petit con cache quelque chose, mais ça n'a plus d'importance maintenant. Le plan a fonctionné. La vieille a avalé l'histoire. « Que se passe-t-il ensuite ?» demanda Jules. S'efforçant de paraître simplement curieux, « Demain soir, tout sera réglé. La réunion de famille au domaine sera explosive. » Dimitri eut un rire sinistre. « Le patron veut que tu sois là aussi. Ta première grosse mission. » Le cœur de Jules s'accéléra. « Au domaine de la cour. » Exactement. Une fois la vieille et son jardinier hors jeu, Benjamin héritera de tout en tant que fils unique. Ensuite, un regrettable accident plus tard, Bernard récupérera tout comme tuteur légal du pauvre orphelin traumatisé. Jules hocha la tête, masquant son horreur derrière une expression neutre. « Et mon rôle, exactement. Surveillance et nettoyage, » répondit Dimitri avec un sourire glacial. « Tu t'occuperas du jardinier pendant que je m'occupe de la vieille. » Dès que possible, Jules s'éclipsa pour passer un appel depuis une cabine téléphonique publique, l'une des rares encore en service dans Paris, mais plus sûre qu'un téléphone portable potentiellement sur écoute. « Guy, c'est moi, ça va exploser demain soir. » Bernard prévoit d'éliminer Geneviève et le jardinier au domaine. La voix de Guy craquela dans le combiné. « Putain, Jules, je t'avais dit de laisser tomber. »« C'est ma mère, Guy, » répondit-il simplement. « Je ne peux pas les laisser faire. » Un long soupir se fit entendre. « Qu'est-ce que tu comptes faire ? » ?»« Je ne sais pas encore. Mais je dois prévenir Geneviève, ou au moins ce jardinier qui semble être son allié. »« Tu vas te faire tuer, » grogna Guy. « Peut-être, mais je ne peux pas rester là sans rien faire. » Après avoir raccroché, Jules décida de prendre le risque de se rendre au domaine de la cour. Dimitri lui avait confié la surveillance pour la soirée, ce qui lui donnait un prétexte parfait pour s'approcher, au domaine. Geneviève et Romain mettaient la touche finale à leur propre plan. Ils avaient contacté la police, fournissant les preuves photographiées dans la mallette de Bernard, mais sans le témoignage de Fabrice Morel, la police hésitait à intervenir contre un homme aussi puissant que Bernard de la Cour. Ils avaient besoin de le prendre en flagrant délit. « C'est risqué », admettait Geneviève en examinant le plan une dernière fois. « Mais c'est notre meilleure chance de le faire tomber. Je n'aime pas l'idée de vous utiliser comme appât, » protesta Romain. « Et je déteste l'idée que cet imposteur se fasse passer pour mon fils, » répliqua-t-elle avec fermeté. « Nous n'avons pas le choix, Romain. Si nous voulons que Bernard paie pour tout ce qu'il a fait, nous devons le piéger. » La nuit était déjà bien avancée lorsque Romain, faisant une dernière ronde dans les jardins, aperçut une silhouette qui se faufilait entre les arbres. Par réflexe, il se dissimula derrière un massif de rhododendrons et observa l'intrus. C'était un jeune homme, probablement l'un des hommes de main de Bernard. Mais il se comportait étrangement, évitant les zones surveillées par les caméras comme s'il connaissait leur emplacement. Son visage, brièvement éclairé par un rayon de lune, frappa Romain par sa jeunesse et une vague ressemblance avec quelqu'un qu'il ne parvenait pas à identifier. Intrigué, Romain décida de le suivre. L'intrus semblait chercher un moyen d'approcher la maison sans être vu. Soudain, il s'immobilisa, comme s'il avait senti la présence de Romain. « Je sais que vous êtes là, » dit-il à voix basse. « Je dois parler à Madame de la Cour. »« C'est urgent. Qui êtes-vous » demanda Romain en sortant prudemment de sa cachette. « Ça n'a pas d'importance. Mais Bernard prévoit de vous éliminer. Elle et vous, demain soir. » J'ai entendu Dimitri en parler. Romain s'approcha lentement, méfiant. « Pourquoi devrais-je vous croire ?» L'inconnu hésita. «
puis sortit de sa poche un petit objet qui scintilla dans la pénombre. « Parce que j'ai ça. » Romain s'approcha, et son cœur manqua un battement. Dans la paume ouverte du jeune homme reposait un médaillon contenant une photo de bébé. Un bébé qu'il reconnut immédiatement grâce aux photos qu'il avait vues dans la maison. Jules Delacour. « Qui êtes-vous » répéta-t-il, la voix tremblante. Le jeune homme le fixa intensément, semblant prendre une décision cruciale. « Je crois que je suis le vrai Jules Delacour. » Romain fixa Jules avec stupéfaction, incapable de prononcer un mot. Le médaillon, l'âge du jeune homme. Cette ressemblance troublante avec Michel Delacour qu'il avait lui-même remarqué sur les photos. Tout concordait, mais était-ce possible ? « Comment puis-je vous croire ?» demanda-t-il finalement, la voix rauque. « Bernard a déjà présenté un imposteur à Geneviève. Qu'est-ce qui vous différencie de lui ?» Jules ouvrit le médaillon. « Ce n'est pas tout, j'ai aussi ça. » Il écarta légèrement son col, révélant une petite tache de naissance en forme de croissant sur sa clavicule. Romain avait vu cette même marque sur une photo de Jules bébé exposée dans le salon de Geneviève. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « C'est vraiment vous. Je ne sais pas qui vous êtes. » répondit Jules avec une méfiance mêlée de curiosité. « Ni pourquoi vous protégez ma mère. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Demain soir, lors de ce dîner, Bernard prévoit d'éliminer Geneviève et vous. J'ai été assigné pour m'occuper de vous. Et vous êtes venu nous prévenir au risque de vous faire tuer. » Romain secoua la tête, impressionné. « Vous êtes bien le fils de votre mère. » Un bruit de branches les fit sursauter. Quelqu'un approchait. « Venez !» chuchota Romain, en entraînant Jules vers une porte dérobée du jardin. « Il faut que vous parliez à Geneviève. » Ils se faufilèrent par les passages de service jusqu'à l'aile privée de la maison. Devant la porte du petit salon où Geneviève travaillait souvent tard le soir, Romain s'arrêta, soudain hésitant. « Elle a tant souffert, » dit-il doucement, « tant espéré pendant toutes ces années, puis elle a abandonné tout espoir. Je ne sais pas comment elle va réagir. » Jules, maintenant tout aussi nerveux, hocha la tête. « Comment voulez-vous procéder ? Laissez-moi lui parler d'abord. » Romain frappa doucement, puis entra dans le salon. Geneviève était assise près de la fenêtre, examinant les documents qu'ils avaient rassemblés contre Bernard. « Romain, qu'y a-t-il » Elle remarqua immédiatement sa tension. « Madame, j'ai rencontré quelqu'un dans le jardin, quelqu'un qui prétend être votre fils, le vrai Jules. » Le visage de Geneviève se figea. Pendant un long moment, elle ne dit rien, son regard fixé sur Romain, comme si elle cherchait à déterminer s'il plaisantait cruellement. « C'est impossible, » dit-elle enfin d'une voix blanche. « Il a un médaillon avec une photo de lui bébé et la marque de naissance, celle en forme de croissant. » Geneviève se leva lentement, s'appuyant sur le dossier de son fauteuil. « Où est-il ? » ?»« Juste dehors, il est venu nous avertir que Bernard prévoit de nous éliminer demain soir. Faites-le entrer, » ordonna-t-elle. Son calme apparent démenti par le tremblement de ses mains, Romain ouvrit la porte et fit signe à Jules d'entrer. Le jeune homme s'avança dans la pièce, s'arrêtant à quelques pas de celle qu'il savait maintenant être sa mère biologique. Geneviève le dévisagea intensément, ses yeux parcourant chaque détail de son visage, cherchant des traces de Michel, des traces d'elle-même, puis son regard tomba sur le médaillon que Jules tenait encore dans sa main. « Puis-je » demanda-t-elle en tendant la main. Jules le lui remit, elle l'ouvrit délicatement, révélant la minuscule photo qu'elle-même avait placée là, 18 ans plus tôt. « La marque » murmura-t-elle. « Montre-moi. » Jules écarta son col, révélant la petite tache en forme de croissant. Geneviève s'approcha lentement et l'effleura du bout des doigts, comme si elle craignait qu'il ne s'agisse d'une illusion qui se dissiperait à son contact. « C'est bien toi, » dit-elle finalement. Sa voix se brisant sur ces mots. « Mon fils », elle l'attira contre elle dans une étreinte désespérée. 18 années de douleur et d'espoir contenues se déversant en larmes silencieuses. Jules, dépassé par l'émotion, lui rendit son étreinte maladroitement, puis avec plus d'assurance. Romain observait la scène avec un mélange de joie et de mélancolie. La mère et le fils réunis. Enfin, c'était tout ce que sa propre mère avait souhaité avant de mourir. Après ce moment d'émotion intense, Geneviève se ressaisit, essuyant ses larmes. Ils avaient peu de temps et beaucoup à faire. « Comment es-tu arrivé jusqu'ici » demanda-t-elle. « Comment as-tu découvert qui tu étais ?» Jules leur raconta tout. Son enfance auprès de Guy Marchand, la découverte du médaillon,
Son infiltration dans l'organisation de Bernard et ce qu'il avait appris sur le plan d'élimination prévu pour le lendemain, Bernard ne me reconnaît pas, conclut-il. Du moins, pas consciemment. Il dit que mon visage lui semble familier, mais il ne fait pas le rapprochement. Il ne t'a vu que bébé, expliqua Geneviève, et il est aveuglé par sa cupidité et son arrogance. Il ne peut pas imaginer que son plan parfait soit compromis. Un silence pensif s'installa entre eux, chacun réfléchissant aux implications de ces révélations. Nous devons modifier notre plan, décida finalement Geneviève. Au lieu de simplement le piéger, nous allons utiliser sa propre stratégie contre lui. Elle se leva et commença à faire les 100 pas, l'esprit en ébullition. Bernard s'attend à ce que je reçoive son imposteur demain soir, avec lui et probablement Dimitri. Jules, tu seras également présent en tant qu'homme de main. Romain et moi serons leur cible. Je refuse de vous laisser prendre ce risque, protesta Romain. Nous n'avons pas le choix, répliqua-t-elle avec fermeté. Mais nous aurons l'avantage de la surprise, et un atout qu'il ne soupçonne pas. Elle se tourna vers Jules avec un sourire déterminé. Bernard ne s'attend pas à ce que son homme de main se retourne contre lui au moment crucial. Ils passèrent les heures suivantes à peaufiner leur plan, anticipant chaque détail, chaque mouvement. Romain contacta Antoine pour s'assurer de sa discrétion et de son aide, tandis que Geneviève appelait un contact à la police qui accepta finalement d'intervenir. Mais seulement sur signal et avec des preuves concrètes d'un crime en cours. Au petit matin, alors que l'aube teintait le ciel de rose, les 3 conspirateurs se séparèrent. Jules devait retourner en ville avant que son absence ne soit remarquée par Dimitri. Il embrassa Geneviève une dernière fois. Encore incrédule face à ces retrouvailles inespérées, « Sois prudent », murmura-t-elle en caressant sa joue. « Je ne supporterai pas de te perdre une seconde fois. On se retrouve ce soir », promit-il avant de disparaître dans les jardins. Romain et Geneviève se retrouvèrent seuls, conscients des risques immenses qu'ils allaient en prendre. « Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier, » dit doucement Geneviève, « pour tout ce que vous avez fait. Je n'ai fait que tenir la promesse faite à ma mère. C'était plus que cela, et vous le savez. » Elle posa une main sur son bras. « Quoi qu'il arrive ce soir, sachez que vous êtes devenu important pour moi. » La journée passa dans une tension croissante. Geneviève joua parfaitement son rôle lors d'un appel téléphonique avec Bernard, exprimant son impatience de recevoir son fils pour une soirée familiale. Romain supervisa discrètement les préparatifs, s'assurant que chaque élément du plan était en place. À 19h précises, la limousine de Bernard franchit les grilles du domaine. Il en descendit, suivi du faux Jules, Benjamin, et de Dimitri. 2 autres hommes de main les accompagnaient, dont Jules, le visage impassible mais le cœur battant la chamade. Geneviève les accueillit sur le perron. Radieuse dans une robe de soirée élégante, Romain se tenait en retrait, dans son rôle de jardinier respectueux. « Bernard, Jules, bienvenue », dit-elle avec un sourire parfaitement composé. « J'ai fait préparer un dîner spécial pour célébrer ces retrouvailles miraculeuses. » Bernard l'embrassa avec une affection feinte. « Tu es resplendissante, ma chère. L'émotion te va à ravir. » Le faux Jules l'enlaça à son tour, murmurant un « maman » qui donna à Geneviève des envies de violence qu'elle réprima avec peine. « Entrons », proposa-t-elle. « J'ai une surprise pour vous. » Elle les conduisit non pas vers la salle à manger, mais vers la bibliothèque. Bernard fronça les sourcils, intrigué par ce changement de programme. « Une surprise ?» répéta-t-il, soudain méfiant. « Oui », répondit Geneviève en ouvrant les portes de la vaste pièce. « J'ai pensé qu'avant de dîner, nous pourrions éclaircir certains malentendus. La bibliothèque était faiblement éclairée, quelques lampes créant des îlots de lumière dans la pénombre. » Bernard s'avança, suivi par Benjamin et Dimitri, tandis que les 2 hommes de main, dont Jules, restaient près de la porte. « De quel malentendu parles-tu, Geneviève ?» demanda Bernard, sa voix trahissant une légère tension. Elle referma les portes derrière eux et se tourna pour lui faire face. Tout masque de cordialité ayant disparu, de ceux qui concernent la mort de Michel, l'enlèvement de mon fils, et ce que tu prévois pour ce soir, mon cher beau-frère. Le visage de Bernard se décomposa l'espace d'une seconde avant qu'il ne retrouve son masque d'assurance. « Ma chère Geneviève, je ne comprends pas ce dont tu parles, » dit-il avec un rire forcé. « La fatigue et l'émotion te font délirer. Vraiment. » Geneviève fit signe à Romain, qui activa l'interrupteur près de la cheminée. La pièce s'illumina davantage, révélant les murs où étaient épinglés des documents, des photos, des schémas.
toutes les preuves qu'ils avaient accumulées contre Bernard. « Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène ridicule ?» s'exclama Bernard, son regard nerveux parcourant les documents incriminants. Dimitri, plus prompt à réagir, porta la main à l'intérieur de sa veste, mais une voix l'arrêta net. « Je ne ferai pas ça à ta place. » Jules s'était avancé, pointant discrètement une arme vers le Russe. L'autre homme de main, désorienté par ce retournement de situation, resta figé près de la porte. Benjamin, le faux Jules, recula instinctivement. « Monsieur de la Cour, je... »« Tais-toi, imbécile !» aboya Bernard, perdant son sang-froid. Se tournant vers Geneviève, il siffla. « Tu n'as aucune preuve. Rien qui puisse tenir devant un tribunal. Le mémorandum concernant l'élimination de Michel, les documents sur ton faux Jules, les preuves de tes activités illégales. » Geneviève désigna les éléments épinglés au mur. « Tout est là, Bernard. Ta chute est programmée. » Bernard éclata d'un rire sinistre. « Tu crois que c'est si simple? J'ai des contacts partout, dans la police, la justice, les médias. Qui croira une veuve hystérique et son jardinier amant? Et si on ajoutait le témoignage de ton neveu, intervint Romain, le vrai Jules de la Cour. » Le rire de Bernard mourut dans sa gorge. « Qu'est-ce que tu racontes? Jules est mort depuis 18 ans, compléta Jules en s'avançant dans la lumière. Pas tout à fait, mon oncle. Pour la première fois, un éclair de peur traversa le regard de Bernard. Il dévisagea le jeune homme, cherchant frénétiquement à comprendre. « Impossible, murmura-t-il. Tu étais Guy Marchand, expliqua Jules. L'homme que tu as chargé de s'occuper de moi après l'enlèvement, il a préféré m'élever comme son fils plutôt que de suivre tes ordres. » Le choc laissa place à une fureur froide sur le visage de Bernard. « Guy, ce traître, j'aurais dû le tuer quand j'en avais l'occasion. »« C'est fini, Bernard, » déclara Geneviève avec une fermeté tranquille. « La police est en route. Toutes les sorties sont surveillées. » Acculé, Bernard sembla se rétracter sur lui-même avant qu'une lueur désespérée n'anime son regard. « Si je tombe, » gronda-t-il. « Je ne tomberai pas seul. » D'un mouvement vif, il sortit un pistolet de sa veste. Dimitri profita de cette diversion pour se jeter sur Jules, tentant de lui arracher son arme. Benjamin s'enfuit vers la porte, mais fut intercepté par Romain. Une lutte confuse s'engagea, tandis que Bernard pointait son arme vers Geneviève. « Tout ça, c'est de ta faute, » hurla-t-il. « Michel t'a toujours préféré, il t'a tout donné, à toi, une étrangère, alors que moi, son propre frère. » Sa voix se brisa de rage. Geneviève resta immobile, fixant l'arme sans ciller. « Tu as fait assassiner ton frère par jalousie, » dit-elle doucement. « Et tenter de tuer un bébé innocent, qu'est-ce que cela dit de toi, Bernard ?» La main de Bernard trembla légèrement. « Tais-toi. » À cet instant, Jules parvint à se libérer de l'emprise de Dimitri et lui asséna un coup violent qui l'envoya au sol. « Ne la touche pas !» cria-t-il en voyant Bernard viser sa mère. Bernard pivota brusquement, découvrant pour la première fois vraiment les traits du jeune homme qu'il avait connu sous un faux nom. La lumière de la reconnaissance s'alluma dans ses yeux. « Tu ressembles tellement à Michel », murmura-t-il, presque émerveillé. Puis son visage se durcit à nouveau. Une raison de plus pour en finir. Il réorienta son arme vers Jules. La détonation retentit dans la bibliothèque. Mais ce n'était pas Bernard qui avait tiré. Le second homme de main, resté discret jusqu'alors, venait d'abattre Dimitri qui tentait de se relever. Une arme à la main, cette diversion fut fatale. Profitant de la confusion, Bernard pressa la détente. Visant Jules, Geneviève hurla d'horreur, mais la balle n'atteignit jamais sa cible. Romain s'était jeté devant Jules, recevant le projectile en pleine poitrine. Il s'effondra lourdement, du sang se répandant rapidement sur sa chemise. Bernard, stupéfait par ce sacrifice inattendu, hésita une seconde de trop. Jules se précipita sur lui et le désarma d'un mouvement vif, l'envoyant au sol d'un coup puissant. L'homme de main mystérieux maîtrisa rapidement Benjamin, qui tentait à nouveau de s'enfuir. Geneviève se précipita vers Romain, tombant à genoux près de lui. Jules la rejoignit, maintenant Bernard au sol d'un pied ferme sur sa poitrine. « Romain !» sanglota Geneviève en pressant ses mains sur la blessure pour tenter d'arrêter l'hémorragie. « Pourquoi ?» Le jeune homme ouvrit les yeux avec difficulté, son teint déjà livide. « J'ai promis, à ma mère, murmura-t-il, de vous protéger, vous et votre fils. »
Jules s'agenouilla à son tour, bouleversé par le sacrifice de cet inconnu qui venait de lui sauver la vie. « Tenez bon !» supplia-t-il. « Les secours arrivent. » Un faible sourire étira les lèvres de Romain. « Dans ma chambre, une lettre, de ma mère, Nadine. » Au nom de Nadine, Geneviève tressaillit. Elle a essayé de sauver Jules cette nuit-là, n'est-ce pas? Romain hocha faiblement la tête. Elle a tout vu, tout entendu, Bernard, les assassins, elle a essayé d'empêcher l'enlèvement. Mais ils l'ont frappé. Il toussa, du sang perlant au coin de ses lèvres. Quand elle a repris conscience, elle a vu un des hommes s'enfuir avec le pendentif. Elle a réussi à le récupérer avant qu'il ne disparaisse. Des bruits de sirènes retentirent au loin. Bernard gisait toujours au sol, maintenu par l'homme de main mystérieux qui s'était révélé être un agent infiltré travaillant avec Fabrice Morel. « Ne parlez plus », murmura Geneviève en caressant le front de Romain. « Gardez vos forces. » Mais Romain semblait déterminé à finir son histoire. Ma mère a compris que Bernard la ferait taire, alors elle est partie, m'emmenant avec elle. Elle a tout essayé pour retrouver Jules, mais Bernard était trop puissant. Il agrippa soudain la main de Jules avec une force surprenante. « Vous lui ressemblez tellement, à votre père ?» Son regard se voila peu à peu. « Maman, j'ai tenu ma promesse. » Les ambulanciers firent irruption dans la pièce, suivis par des policiers, tandis qu'ils s'affairaient autour de Romain. Bernard fut emmené, menotté et vociférant des menaces. Geneviève et Jules restèrent auprès de Romain pendant que les médecins tentaient désespérément de le stabiliser. Dans ce moment suspendu entre espoir et désespoir, mère et fils se retrouvaient pleinement, unis par le sacrifice d'un jeune homme qui avait dédié sa vie à réparer une injustice qu'il n'avait pas commise. « Il ne peut pas mourir », chuchota Jules, les yeux rivés sur le visage livide de Romain. « Pas après tout ce qu'il a fait. » Geneviève serra la main de son fils, partageant sa prière silencieuse dans le chaos médical qui les entourait. Le pendentif émeraude en forme de clé brillait faiblement sur la poitrine de Romain, symbole du lien improbable qui unissait désormais ces trois destins. Une mère qui n'avait jamais abandonné, un fils qui avait retrouvé son chemin, et un allié qui avait risqué sa vie pour la vérité. 1 an s'était écoulé depuis cette nuit fatidique. Le domaine de la cour, autrefois imprégné de secrets et de douleurs, semblait avoir retrouvé une nouvelle vie sous le soleil printanier. Les jardins, plus luxuriants que jamais, accueillaient aujourd'hui une foule élégante, venue assister à l'inauguration de la fondation Romain Mercier. Geneviève se tenait sur l'estrade dressée près de la roseraie, rayonnante dans un tailleur bleu pâle. À ses côtés, Jules, devenu en 1 an un jeune homme plus assuré, plus serein, tous deux portaient une réplique identique du pendentif en émeraude, symbole du lien retrouvé et du souvenir préservé. C'est avec une immense émotion que nous inaugurons aujourd'hui la Fondation Romain Mercier, commença Geneviève, sa voix portée par les microphones disposés devant elle. Une fondation qui offrira des bourses d'études en médecine à des jeunes issus de milieux défavorisés, réalisant ainsi le rêve que Romain n'a pas pu accomplir lui-même. Son regard parcourut l'assistance où se mêlaient journalistes, personnalités du monde médical et étudiants déjà sélectionnés pour la première promotion. Il y a 1 an, Romain Mercier a risqué sa vie pour la vérité et la justice. Son courage, son abnégation et son sacrifice nous ont permis, à mon fils et moi, de nous retrouver et de reconstruire notre vie. Elle fit une pause, émue au souvenir de ces instants terribles où la vie de Romain avait basculé. La balle tirée par Bernard avait frôlé le cœur du jeune homme, provoquant des dommages considérables. Pendant des semaines, son état était resté critique, suspendu entre la vie et la mort. Geneviève et Jules s'étaient relayés à son chevet, refusant d'abandonner l'espoir. Et puis, contre toute attente, Romain avait survécu, les meilleurs chirurgiens, recrutés par Geneviève sans considération de coût, avaient accompli ce que beaucoup considéraient comme un miracle. Sa convalescence avait été longue et douloureuse, mais Romain avait retrouvé progressivement ses forces, porté par la présence constante de cette famille qu'il avait contribué à réunir. La fondation que nous créons aujourd'hui, poursuivit Geneviève, revenant au présent, incarne les valeurs qui ont guidé Romain tout au long de sa vie. Compassion, persévérance et espoir. Chaque année,
20 étudiants recevront une bourse complète qui couvrira leurs études médicales, à condition qu'ils s'engagent ensuite à exercer pendant au moins 2 ans dans des zones défavorisées. Les applaudissements éclatèrent dans l'assistance. Jules s'avança alors pour couper le ruban symbolique. Inaugurant officiellement la fondation, les photographes immortalisèrent ce moment, tandis que les premiers boursiers étaient appelés sur scène pour recevoir leur certificat, à l'écart de la foule, assis dans un fauteuil roulant à l'ombre d'un grand chêne. Romain observait la cérémonie. Sa santé fragile ne lui permettait pas encore de participer activement à de tels événements, mais son regard brillait de fierté et d'émotion. Fabrice Morel, qui s'était tenu à distance pendant plusieurs mois pour sa propre sécurité, s'approcha de lui. « Belle cérémonie », commenta le détective en s'asseyant sur un banc voisin. « Vous devez être fier. » Romain sourit faiblement. « C'est Geneviève qui a tout organisé. Je n'ai fait que suggérer l'idée. Ne soyez pas modeste sans vous. Rien de tout cela n'aurait été possible. » Ils restèrent silencieux un moment, contemplant la scène qui se déroulait devant eux. Bernard Delacour avait été condamné à 30 ans de prison pour les meurtres de Michel Delacour et des ravisseurs. Ainsi que pour tentative de meurtre sur Romain, Dimitri, qui avait survécu à sa blessure, collaborait désormais avec la justice en échange d'une réduction de peine, dévoilant l'étendue des activités criminelles de Bernard. Quant à Benjamin, le faux Jules, il avait bénéficié d'une certaine clémence en démontrant qu'il avait été manipulé et menacé par Bernard. Il purgeait néanmoins une peine pour complicité. La cérémonie terminée, la foule se dispersa vers le buffet installé sur la grande pelouse. Jules rejoignit Romain, poussant son fauteuil vers un endroit plus tranquille. « Comment te sens-tu » demanda-t-il avec sollicitude. « Bien, un peu fatigué, mais bien. » Romain lui sourit. C'était un beau discours. C'est maman qui l'a écrit. Elle a un don pour les mots. Ils s'arrêtèrent près d'un massif de roses blanches, les préférées de Michel Delacour. Au cours de l'année écoulée, Jules et Romain avaient développé une relation fraternelle inattendue, 2 jeunes hommes que tout aurait dû opposer, l'un étant le véritable héritier, l'autre n'ayant aucun lien de sang avec la famille, mais que le destin avait réuni d'une façon que nul n'aurait pu prévoir. « Guy aurait dû être là aujourd'hui », dit Jules avec une pointe de regret. Romain posa une main compatissante sur son bras. Le vieil homme qui avait élevé Jules était décédé paisiblement quelques mois plus tôt. Après avoir eu la joie de voir son fils réconcilié avec sa véritable famille, malgré son passé trouble, Geneviève lui avait témoigné une profonde gratitude pour avoir protégé Jules toutes ces années. « Il est là d'une certaine façon », répondit doucement Romain, « tout comme ma mère. » Geneviève les rejoignit. S'échappant avec soulagement des obligations mondaines de la cérémonie, enfin un peu de tranquillité, soupira-t-elle en s'asseyant sur un banc face à eux. « Les journalistes sont insatiables. L'affaire Delacour fait toujours vendre, » remarqua Jules avec ironie. Le grand patron corrompu, le fils retrouvé, la mère courage, tous les ingrédients d'un bon feuilleton. Geneviève sourit faiblement. « J'aurais préféré une vie sans feuilleton, mais on ne choisit pas son destin. On choisit comment y faire face, » répondit Romain. Ils restèrent un moment silencieux, savourant simplement le privilège d'être ensemble. Vivant, libre des ombres du passé. Plus tard dans la journée, quand les invités furent partis et que le domaine retrouva son calme, Geneviève conduisit Romain et Jules vers un endroit qu'ils n'avaient pas visité depuis longtemps, la tombe de Michel Delacour, dans le petit cimetière familial situé à l'extrémité du parc. « Je pense qu'il serait fier, » dit-elle, en déposant une rose sur la pierre tombale, « de ce que nous sommes devenus, des choix que nous avons faits. » Jules hocha solennellement la tête, ému de se recueillir pour la première fois sur la tombe du père qu'il n'avait jamais connu consciemment. Au retour, ils s'arrêtèrent près de l'étang où flottaient quelques cygnes. Le soleil couchant teintait l'eau de reflets dorés et pourpres. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda Jules. « De l'entreprise, je veux dire. » Depuis leur réunion, Jules avait progressivement pris sa place au sein du groupe Delacour. Apportant un regard neuf et des valeurs plus éthiques, Geneviève, toujours présidente, envisageait une transition en douceur. « Je pensais que nous pourrions réorienter nos activités », suggéra-t-elle. « Moins de spéculation immobilière, plus de projets sociaux, des logements abordables, des infrastructures pour les quartiers défavorisés. Une entreprise qui construit au lieu de détruire, » approuva Romain. Michel aurait aimé ça. « Et toi ?» demanda Geneviève en se tournant vers lui.
Qu'as-tu décidé pour tes études? Pendant sa convalescence, Romain avait commencé à suivre des cours à distance, déterminé à ne pas abandonner son rêve malgré sa santé fragile. L'université m'a accepté en médecine pour la rentrée prochaine, annonça-t-il avec une fierté discrète. Ils ont aménagé un programme spécial compte tenu de ma situation. C'est merveilleux, s'exclama Geneviève en lui prenant les mains. Tu seras un médecin extraordinaire. Si j'y parviens, tu y parviendras, affirma Jules avec conviction. Après tout ce que tu as traversé, les examens de médecine sembleront presque faciles. Ils rirent ensemble. Un son clair et libérateur qui se répandit sur les eaux tranquilles de l'étang, de retour à la maison, alors que Jules s'occupait de préparer le dîner, une compétence inattendue héritée de son éducation modeste. Geneviève accompagna Romain jusqu'à sa chambre. Depuis sa sortie de l'hôpital, il occupait une suite au rez-de-chaussée. Aménagée pour faciliter ses déplacements, avant de le quitter, elle sortit de sa poche l'original du pendentif émeraude. « Je voulais te le rendre », dit-elle doucement. « Il t'appartient. » Romain contempla le bijou qui avait changé tant de vies. « Non », répondit-il finalement. « Il n'a jamais été vraiment à moi. C'était le symbole d'une mission, et cette mission est accomplie. » Geneviève hésita, puis hocha la tête. « Dans ce cas, j'ai une idée de ce qu'il faut en faire. » Le lendemain, à l'aube, elle se rendit seule au petit cimetière, Jules et Romain, respectant son besoin d'intimité, face à la tombe de Michel. Elle s'agenouilla et déposa délicatement le pendentif au pied de la pierre. « C'est fini, Michel, » murmura-t-elle. « Notre fils est revenu. La vérité a éclaté. Nous pouvons tous avancer maintenant. » Une brise légère caressa son visage, comme une caresse d'adieu et de bénédiction. En rentrant, elle aperçut Jules et Romain sur la terrasse. En pleine discussion animée sur l'avenir de la fondation, ses deux fils, l'un par le sang, l'autre par le cœur, la vie lui avait tout pris, puis lui avait rendu plus qu'elle n'aurait osé espérer. Le pendentif émeraude, autrefois symbole de perte et de chagrin, reposait désormais en paix avec le passé. Sa mission était accomplie, réunir une famille brisée et rappeler à tous que les liens véritables transcendent parfois le sang et le destin.